Bonjour à tous, mon nom est Serge Gagné. Je suis très content de vous donner le prochain atelier qui s'appelle Éveiller les élèves au balbutiement des changements saisonniers. La présentation sera d'une durée de 30 minutes et nous allons voir ensemble différentes façons d'approcher les changements saisonniers avec la littérature jeunesse, mais aussi en allant à l'extérieur avec nos élèves. Donc, cette présentation couvrira les quatre saisons. Donc, on va commencer avec l'été. L'été, c'est fait pour jouer. Donc, je commence avec une petite citation de Léonard de Vinci qui va ainsi. Donc, va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Donc, pour inspirer nos élèves, comme les changements saisonniers nous parlent énormément, euh, ça va être intéressant d'aller les voir avec eux, d'en parler avec eux, de faire des retours en classe sur ce qu'ils auront vu, ce qu'ils auront observé à l'extérieur. Donc, comme je vous disais, l'été se fait pour jouer. On s'imagine donc que lorsque l'année commence, on est à la fin de l'été. Et si je dis l'été, c'est fait pour jouer, c'est de dire, bon, oui, il y a un petit. On fait un petit rappel là, de ce que les plus vieux auront connu dans Passe-Partout, mais dire qu'à la fin de l'été, c'est la période de l'abondance pour les animaux, pour la faune. Donc, on trouve de tout. Et à la fin de l'été, les champignons sont omniprésents. Donc, dans la progression des apprentissages, au deuxième cycle, on approche la question, est-ce qu'un champignon est une plante? Donc, pour voir ça, le matériel que je vous propose, à la fin, je vais tout aller vous dire où aller le chercher dans le fond, donc que ce soit les cahiers, les corrigés, tout le matériel, dans le fond, vous allez pouvoir y avoir accès. Et puis, bon, donc, moi, lorsque j'approche cette question-là avec les élèves, bon, première des choses, c'est qu'on est dans l'apprentissage des sciences avec le français. Donc, les ouvrages que je vais vous présenter dans la prochaine 30 minutes sont des ouvrages qu'on va d'abord et avant tout utiliser pour aller explorer. Donc, souvent, ça va être en préambule à une exploration ou, comme ça va être le cas dans la présente saison, finalement, pour présenter l'été, c'est un ouvrage qui va nous servir tout au long de notre exploration. Au début, parce qu'on va amener les élèves à avoir un certain vocabulaire, mais aussi pendant notre exploration sur le terrain. Donc, première question qu'on va poser aux enfants, dans le fond, c'est est-ce que le champignon est une plante? Et donc, les enfants ont plusieurs conceptions par rapport à ça. Plusieurs, pour avoir déjà mené cette activité-là à plusieurs reprises avec des élèves du deuxième cycle, les conceptions vont vraiment dans tous les sens. Souvent, ils vont faire allusion à l'utilisation dans la cuisine. Donc, pour plusieurs, on ne mange pas des plantes, même si ça sonne drôle de le dire ainsi, mais pour plusieurs, on ne mange pas des plantes. Donc, ils vont penser que non, un champignon, ce n'est pas une plante. Pour d'autres, exactement le contraire. Donc, c'est-à-dire, oui, c'est une plante parce qu'elle est comestible. Donc, ils vont penser à ça. D'autres vont vraiment faire des comparaisons plus de couleurs. Par exemple, les plantes, c'est plus vert. Donc, non, les champignons, ça n'en fait pas partie. Donc, incessamment, c'est de cette façon-là que je commence l'expérience avec eux. Puis par la suite, ben, je vais voir avec eux le bel ouvrage qui s'appelle Le Fan Club des champignons d'Élise Gravel. Donc, c'est mérité un coup de cœur là, lors de sa participation au, euh, au- au- au prix Hubert Reeve. Donc, c'est vraiment un ouvrage coup de cœur bon, on connaît Élise Gravel dans sa façon de présenter les champignons. C'est vraiment comme si c'était des bêtes, des bestioles, un peu des monstres, mais vraiment, c'est très, très, très ludique. Et moi, j'utilise son ouvrage pour montrer, parce que c'est intéressant, parce que dans l'ouvrage, elle raconte, dans le fond, elle se raconte avec ses enfants quand, à la fin de l'été, justement, elle va en forêt pour découvrir les champignons. Donc voilà. Donc, ça nous aide premièrement à avoir un vocabulaire. Donc, si vous voyez à la page 1, on va identifier les parties, le chapeau, le pied, etc., pour par la suite à explorer les différentes sortes de champignons. Donc, par exemple, elle parle des polypores, elle parle des lactaires, des chanterelles qu'elle trouve dans la forêt, tout ça. Bien sûr, elle parle du fait qu'elle n'est pas mycologue, que pour bien identifier les champignons, il faut être un spécialiste, un scientifique.
et donc on ne mange jamais les champignons qu'on va trouver en forêt. Bien sûr, c'est ce que nous avons fait lorsque nous sommes allés sur le terrain. Donc, cette première activité, dans le fond, a permis aux élèves à remplir la page 2. Donc, si on veut, j'ai mes 2 périodes de sciences que j'ai vues, bien sûr, dans une perspective interdisciplinaire où on lit. Les élèves, ce que j'avais fait, c'est j'avais vraiment, bien sûr, avec le concours de Samuel, sur Copybec, j'étais allé sélectionner les pages qui parlaient principalement de chacun des champignons. Puis ce que j'avais fait, c'est que sur les tables, les élèves étaient placés en équipe, ils pouvaient aller identifier, compléter dans le fond, identifier les champignons et compléter les parties qui donnaient les caractéristiques propres de chacun des champignons. Donc, voilà, c'est l'ouvrage, là, tout en humour, bien sûr. Donc, c'est vraiment un ouvrage intéressant pour cette activité-là. Donc, voilà. Et nous, on l'a fait avec nos 3e années. On avait déjà, dans le fond, on avait déjà tout on voyait l'auteur. Donc, c'était intéressant parce que dans le contexte de nos 3e années, il y avait vraiment tout un plusieurs activités qui avaient été organisées autour de ça, un cercle littéraire, donc autour des œuvres d'Élise Gravel. Donc, c'est pour ça que c'était particulièrement pertinent de commencer l'année avec ça. Donc, on voit un peu ici l'activité que nous sommes allés. Donc, on est chanceux. Dans mon école, on est vraiment adossé à une forêt. Donc, les élèves, on est allé dans la forêt. On a pu voir tout plein de magnifiques champignons. Ils avaient ce que je leur avais produit, c'est-à-dire un journal nature, ce que vous voyez qu'ils sont en train de faire présentement. Donc, ils ne devaient pas les cueillir, mais plutôt les dessiner. Donc là, ils sont vraiment juste devant eux. J'avais mis une grande serviette au sol, puis il allait vraiment les identifier. Pendant ce temps-là, j'avais d'autres élèves qui allaient un peu plus loin dans la forêt pour en trouver. Donc, chacun avait ses défis. Puis, comme dans la progression des apprentissages, dans le fond, l'idée, c'est de voir que les champignons, c'est un règne à part, ce n'est pas une plante. Ben, dans le fond, c'est qu'on est allé aussi observer. Donc, nous, on était dans un boisé, mais il y avait aussi, comme on peut voir, on était sur le bord de la rivière, on avait donc toute une faune, toute une flore qui était autour de ça. Donc, c'est pour ça de retour en classe, à la page 3, bon, on peut classer les différents vivants qu'on avait vus, donc aussi bien dans le règne animal, végétal que celui des champignons. Et donc voilà. Et à la suite de ça, ben, dans le fond, on revenait sur la question, qu'est-ce qui différencie, une fois qu'on a vu tout plein, une belle variété de champignons, qu'est-ce qui différencie les champignons des végétaux. Et puis, on a pu voir finalement que, bon, il y a une partie qu'on pouvait voir. Le but de l'activité n'était pas de les identifier, mais on pouvait quand même en distinguer quelques-uns à partir de ce qu'on avait vu dans l'ouvrage. Et suite à ça, ben, les élèves, on est revenu, je leur ai fait faire une petite capsule qui se trouve aussi donc, où je vais vous présenter tantôt sur le site de Classe de sciences, que vous pouvez présenter par la suite aux élèves et qui les invite finalement à voir la différence. C'est-à-dire, bon, rapidement, les végétaux ne font pas, les végétaux font de la photosynthèse et les plantes, les champignons n'en font pas. Donc, comme ils n'en font pas, eux, au lieu d'avoir des racines, donc ça, c'est ce qu'on pouvait voir, parce que dans le fond, on en a prélevé quelques-uns que j'ai mis sur un petit banc qu'il y avait, puis qui pouvaient voir que les champignons n'avaient pas de racines, mais avaient plutôt donc à la base du champignon, au lieu d'avoir des racines, il y avait des petits filaments blancs. Puis ces petits filaments blancs, dans le fond, là, plutôt que de servir de racines, c'est que ces filaments blancs-là permettaient d'aller tirer les éléments organiques dans le sol. Donc, ce qu'on leur explique, ce que vous avez à la page 4, dans le fond, puis ce que j'explique dans la petite capsule à la fin de l'activité, c'est que dans le fond, il y a comme un partenariat entre les plantes et les champignons. Ça veut dire que les champignons permettent d'aller tirer les éléments nutritifs du sol, alors que les plantes, elles, vont aider à aller chercher, donc vont aider à aller chercher les sucres, donc à transformer les sucres à partir de l'énergie du soleil, qu'on appelle par le processus de la photosynthèse. Donc, c'est pour ça que les plantes
souvent sur leurs racines, des petits champignons vont se pousser qu'on appelle des mycorhizes et qui vont permettre, dans le fond, d'aider à la fois la plante et le champignon. Donc, ici, on va en centre jardin, on peut trouver un pot qui s'appelle mycorhize. Lorsqu'on transplante, par exemple, des arbres, on va souvent saupoudrer de la mycorhize, dans le fond, qui va aider les arbres à s'enraciner mieux dans la terre. Donc, voilà. Il y a aussi un petit ouvrage, bon, je ne passerai pas énormément de temps sur cet ouvrage-là, que je trouve sympathique, qui clôt bien l'activité, qui est écrit par Joy Keller. Donc, c'est une traduction, mais c'est très bien fait. Ça s'appelle « Des champignons partout, partout ». Puis ça aide à faire le pont aussi avec le fait, bon, là, dans la progression des apprentissages, on a amené à distinguer les plantes des champignons et d'explorer à travers les différents règnes. Mais dans le fond, cet album-là, ce qui nous amène à montrer, dans le fond, c'est que la petite fille a un peu peur des champignons, puis qu'elle en trouve à la fois dans la nature, mais à la fois aussi dans un pot qu'elle a laissé au frigo trop longtemps. Donc, on peut voir que des champignons, mais aussi des moisissures. Bon, on explore tout ce monde-là. Et au niveau graphique, ça ressemble beaucoup à ce qu'on pouvait voir dans la Sainte-Lettre des champignons d'Élise Gravel. Donc, c'est intéressant. Donc, ça permet de faire un beau lien, de terminer avec le fait que finalement, des champignons, on en a même sur les êtres vivants. Donc, ça montre finalement que les champignons, c'est un règne à part. Puis c'est un règne qui a envahi vraiment là, tous les écosystèmes. On arrive maintenant à la saison de l'automne, saison actuelle où on est, là, donc en fin septembre, octobre. C'est un bon moment pour parler de toute cette abondance-là. C'est pour ça que j'appelle ça l'automne, la nature s'abondance. Dans le fond, c'est qu'elle est généreuse et comme elle est généreuse, ben, elle a plein de graines qu'elle dissémine au grand vent. Donc ça, moi, c'est une activité que je fais avec le préscolaire. C'est une activité qu'on peut faire avec d'autres cycles. Le cahier, je l'ai plus conçu pour les élèves du deuxième cycle, je dirais, mais moi, quand je le fais à mon école, c'est vraiment avec des élèves du préscolaire. On va en nature, on va prélever par exemple, on va prélever des glands de chêne. On a un beau chêne macrocarpa, donc on va prélever plein de glands à la base du chêne. Comme on peut voir sur l'image ici, on va aussi chercher les semences du papillon monarque, donc sur la plante, la sclépiade. On a aussi à votre droite, là, donc les fameux samars des érables. Donc, et tout juste en bas de l'image, là, ce que vous voyez, dans le fond, ce sont les enfants appellent ça des petits pic-pics, mais dans le fond, ce sont les akènes des bardanes, donc qui est une plante sauvage. Donc, comment je commence l'activité? Dans le fond, moi, j'utilise le bel ouvrage. Moi, j'adore vraiment Arthur Gézère. C'est un illustrateur, un graveur, un peintre américain qui a fait vraiment plusieurs ouvrages. Et quand j'aime beaucoup l'esthétique de ses ouvrages, parce que c'est très souvent le cas, comme justement c'est le cas dans cet ouvrage-là ici, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le Midwest américain, peut-être dans les années 30-40 au niveau graphique. Dans cet ouvrage-là, que j'aime vraiment beaucoup, c'est un peuple de cochonnets qui habite sur une île, et puis leur île est victime d'une éruption volcanique. Quand je vous parlais là, des catastrophes naturelles, ça revient vraiment beaucoup, les tornades dans ces ouvrages, les glissements de terrain. Donc, c'est assez omniprésent, pas dans tous ces ouvrages, mais dans beaucoup de ces ouvrages. D'ailleurs, sur le site Classe de sciences, je mets vraiment beaucoup de références sur cet ouvrage-là. Et ces ouvrages, Arthur Gézère, puis aussi dans les textes que j'écris pour ma chronique Science on lit dans le pollen. Donc, si je reviens, donc je parle souvent de cet auteur-là que j'aime vraiment beaucoup. Donc, on voit un peuple de petits cochonnets. Donc, il y a beaucoup de cochonnets c'est vraiment un personnage qui revient beaucoup dans ses ouvrages. Et donc, eux, sur leur île, il y a une éruption volcanique et pour se sauver de l'éruption volcanique, ils vont s'agripper sur un plant de pissenlit. Donc, dans le fond, sur chacun des petites semences de pissenlit, et au gré du vent, ils vont être disséminés. Dans le fond, ils vont être dispersés sur une autre île. Donc, je me sers de ça pour initier l'activité. Puis après ça, bien sûr, on est à la fin de l'été, début de l'automne. On a tout plein dans la nature de
de pissenlit comme ça. Alors, je leur fais faire l'activité où, dans le fond, je commence l'activité en parlant, bon, tu as certainement déjà soufflé sur un pissenlit, mais donc là, je les amène à réfléchir un peu. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver lorsqu'il pleut avec justement ce pissenlit-là à la fin de la saison? Donc, les élèves vont formuler leur hypothèse, je le pense parce que peu savent que, dans le fond, ce qu'on va vérifier par la suite, c'est-à-dire on va littéralement plonger un pissenlit dans l'eau pour voir finalement que le pissenlit est hydrophobe, c'est-à-dire qu'il a peur de l'eau. Donc, pour se protéger, pour éviter que pendant une grosse pluie, par exemple, que toutes les semences viennent se percoler justement à la base du plant, il se protège. Donc, il y a comme un mécanisme de protection. Puis ce mécanisme-là fait en sorte comme on a pu le voir là, dans la courte vidéo, je vais essayer de la repartir. Donc, c'est ça, c'est que dans le fond, c'est ça, il se protège. Puis dès qu'on le sort de l'eau, alors on voit que l'eau n'entre pas. Donc, l'eau ne va pas finalement lessiver toutes ces semences. Donc, ça montre à quel point, ce qui explique dans le fond pourquoi est-ce que le pissenlit, le plant de pissenlit se dissémine vraiment à travers beaucoup, qu'on trouve sur toutes nos pelouses, puis qu'on a appris à aimer finalement parce que les abeilles et d'autres insectes pollinisateurs vont le polliniser. Puis ce qui est intéressant aussi de voir, donc on l'aborde dans l'aspect de dire là, les changements saisonniers, mais on pourrait le voir aussi, au printemps parce qu'on en a bien sûr aussi au printemps, mais ça peut être intéressant. Je le vois avec une activité que je fais au printemps avec les élèves plus vieux, où on voit dans le fond qu'un pissenlit, un plant de pissenlit, ce n'est pas une fleur, mais c'est plusieurs dizaines de fleurs. Parce que dans le capitule, dans le fond, ce qu'on voit, c'est comme il donne lieu à plein de semences. Bien, toutes ces semences-là sont des fleurs. Donc, c'est une autre façon là, qu'on va aborder plus loin. Tiens, je veux juste... là, ce que vous voyez à l'écran, c'était en octobre, ce qu'on peut voir dans le fond des plants d'asclépiades, puis je montre aux élèves un peu comment ça se dissémine dans le vent. Puis après ça, on questionne les enfants, mais pourquoi ça se dissémine tant? Alors, en l'observant au microscope, ben, on peut voir, là, dans le fond, c'est qu'un microscope tout simple, ou même on pourrait l'observer, là, sur la feuille, moi, on l'observe au microscope, mais on pourrait l'observer simplement avec une loupe. C'est qu'on voit tout ce filament-là, un peu comme il y a sur le petit parachute du pissenlit. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'il est porté par le vent. Donc, ce qui aide aussi à se disperser, là, un peu comme le fait... le pissenlit. Tout à l'heure, je vous parlais donc des akènes, donc des petits pics-pics que les enfants vont dire qui s'accrochent littéralement après nos bas quand on va se promener dans le champ, mais aussi, donc c'est une autre façon pour les animaux pas pour les animaux, mais pour les semences de se disperser. C'est parce que dans ce fond, ce qui se passe, c'est que comme on peut le voir au microscope, ou on peut même le voir à l'œil nu, là, si on n'a pas un microscope, on peut le voir aussi avec une loupe, donc il grossit assez pour qu'on le voit. Donc, on voit littéralement les petits crochets, puis ces petits crochets-là, ben, c'est ce qui fait finalement que ces petites bardanes-là, le fruit, dans le fond, de la dardane, parce que la fleur, ça fait une belle fleur qui est dans les roses violets, mais dans le fond, et qui vont servir à l'intérieur. On peut voir des fois des oiseaux, comme le chardonneret, par exemple, qui va aller manger la petite semence qui est à l'intérieur. Et donc, ça m'a permis, avec les élèves, d'aller voir, comme je disais, je l'abordais aussi avec les élèves du préscolaire, ben, d'aller voir un peu là. Puis là, j'avais amené toutes sortes d'inventions qui avaient été inspirées par ça, parce que ça l'a inspiré l'invention du velcro. Donc, comme plusieurs choses dans la nature, hein, les humains s'inspirent de la nature. Comme je dis, par exemple, je peux donner un autre exemple. Par exemple, l'air climatisé, les thermopompes, ça peut être inventé par les humains. Hein. Les animaux, par leur battement d'ailes, ils faisaient déjà ça, soit avec l'air chaud pendant l'hiver, lorsqu'ils voulaient garder la reine au centre, puis le protéger. Donc, juste le battement d'ailes, c'était déjà un premier modèle de thermopompe. Et les humains, on s'est souvent inspiré. Donc, je reviens ici. C'était vraiment une inspiration là, c'est ça, qui a inspiré l'invention du velcro. Je termine avec deux petites expériences qui peuvent être faites là plus facilement avec les plus vieux, mais je l'ai fait aussi avec les plus jeunes, mais là, il n'y avait pas tout l'aspect de mesurer. Dans le fond, on pose la question, pourquoi est-ce que les graines se dispersent dans la nature?
Puis là, ben, ici, à proprement parler, c'est que font les cocottes lors d'une pluie d'été. Donc, alors, et ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on plonge une cocotte dans de l'eau et on mesure, voilà, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on mesure avant la cocotte la longueur, la largeur, et on voit que littéralement, lorsqu'il y a une pluie, encore une fois, un peu comme le faisait le pissenlit, donc va venir se refermer. Donc, pour protéger, parce que la cocotte, pour les enfants, ce n'est que la nourriture de l'écureuil, c'est ce qu'ils vont voir, puis c'est pas faux non plus, mais parce que dans le fond, c'est parce qu'elle contient des graines. Fait qu'on peut le faire aussi bien, puis on le voit aussi bien avec une cocotte d'épinettes. Donc, moi, j'avais apporté vraiment différentes sortes de cocottes, puis ça permettait justement aux enfants d'apprécier les différences. Dernière, donc c'était la précédente, c'est l'avant-dernière. La dernière, on peut faire aussi avec une cocotte de pain gris. Ce qui est intéressant, c'est que la cocotte de pain gris, elle est toujours fermée. Puis dans le fond, si on veut l'ouvrir, là, il faut la mettre dans de l'eau chaude. On voit que si on la met dans l'eau froide, il ne se passe rien. Parce que dans le fond, le pain gris, lui, c'est vraiment puis il est vraiment bien adapté pour les changements climatiques parce que lui, ça prend une chaleur intense pour libérer les semences qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est intéressant de voir ça avec les enfants. Donc, et de revenir, par exemple, à les gros incendies de forêt qu'on avait vus il y a 2 ans, et qui avaient justement disséminé beaucoup de nos forêts, mais aussi, c'est de voir que ben, les pins gris sont bien adaptés pour ça parce que suite à cette chaleur-là, ça fait éclater les cocottes et ça donne lieu finalement à des semences qui vont régénérer la forêt. Donc, on voit à quel point la nature est bien faite. On enchaîne avec la troisième saison. La saison, bien sûr, l'hiver, une pause bien méritée. Donc, un prétexte, bien sûr, pour parler des changements. Dans le fond, les changements qu'on n'a pas besoin d'aller nécessairement à l'extérieur, mais que les enfants vivent, comme la photopériode, donc le nombre d'heures d'ensoleillement qui va rétrécir avec l'arrivée de l'hiver, puis qui va culminer là, hein, avec les fêtes. Là, hein. C'était impressionnant de voir avec les élèves qu'il fait noir à 4 heures à peu près, et puis donc on a vraiment un 16 heures de noirceur pour un 8 heures à peu près d'ensoleillement. Donc, et c'est le principal déclencheur finalement. Fait qu'une activité que je fais depuis des années, qui est tout simple à faire aussi, c'est avec des bouteilles d'eau dans lesquelles je mets de l'eau chaude, à peu près à 70 degrés. Et puis les enfants avec des thermomètres, là, ils vont aller de leur propre hypothèse. Donc, qu'est-ce que tu penses que les animaux font pour survivre? Donc, à gauche de l'écran, vous avez ici, ben, je pense que c'est avec la peau, fait que j'ai pris du cuir. D'autres, non, moi, c'est à cause de la fourrure. Certains autres vont dire, donc les oiseaux, c'est avec les plumes. Et j'ai un témoin, donc une bouteille d'eau, cette fois-ci, qui est juste plongée, encore une fois, un thermomètre qui est plongé dans la bouteille d'eau. Et donc, vous avez encore une fois le cahier qui permet d'observer. Donc là, c'est vraiment une observation qui se fait à peu près à 5 minutes. On remarque la déperdition de température. Et donc, on voit que la déperdition, donc la diminution de température, se fait beaucoup plus rapidement dans la bouteille témoin, celle qui n'est pas protégée par rapport aux autres. Fait ça nous permet, dans le fond, d'apprécier ça. Puis, dans la lumière des données recueillies, ben, de tirer nos propres conclusions. Donc, cette expérience-là, j'aime bien le faire, puis elle peut être aussi bien menée par des élèves là, de deuxième et troisième cycle. Très simple. Si la précédente, je la faisais plus, mettons, avec des élèves de préscolaire, premier cycle. Celle-là, je dirais qu'elle est plus avec des élèves de deuxième, troisième cycle, parce que, bon, il y a une lecture de thermomètre. Mais par contre, ça ne nous empêche pas, comme je disais tantôt, d'explorer avec les enfants toutes les stratégies. Bon, premièrement, qu'est-ce qui déclenche? Donc, le refroidissement, la diminution du nombre d'heures. Donc, c'est ça qui va amener les animaux finalement à comprendre que la belle saison est terminée, qu'il faut qu'ils se préparent à se protéger du froid pour l'hiver, donc à manger plus, à faire leurs provisions. Puis c'est intéressant aussi de voir avec les enfants, puis ça, on peut le faire même avec des élèves du préscolaire, premier cycle, sans embarquer dans cette expérience-là, mais juste de dire, bon, comment est-ce qu'on protège du froid? Tu sais, penser à la position qu'on peut avoir dans notre lit l'hiver, quand peut-être c'est plus humide dans la maison, c'est plus frais, hein, se recroqueviller, mettre les mains sous les aisselles. Puis là, on peut faire plein de parallèles avec ce que font les animaux. Il y a un livre que j'ai écrit il y a plusieurs années qui s'appelle Qui hiberne, l'aventure animale des animaux du Québec, dans lequel justement je fais le parallèle entre nos comportements
à nous, les humains, et le comportement des animaux lorsqu'arrive la saison froide. Hein. Puis ce qui est ironique à travers tout ça, c'est que nous, quand arrive l'automne, l'hiver, on se lance dans plein d'activités alors qu'on voit que la nature, elle, au contraire, plonge dans un état de quiescence, dans un état de pause. Donc, c'est pour ça, une pause bien méritée. On peut dire que nous, les humains, on ne va pas du tout dans ce sens-là. Hein. Donc, quelques albums vraiment intéressants pour aborder ça. La danse d'hiver que j'aime vraiment beaucoup, qui montre dans le fond ce qu'il y a une histoire, qui est bien sûr, là, comme je ne peux pas vous montrer l'intérieur de l'album, mais c'est intéressant parce que tout au long de l'album, on voit finalement notre ami, oui, excusez-moi, j'ai juste le chevreuil en tête. Tout au long, on voit notre ami le renard, désolé, donc qui cherche, lui, sa façon de passer l'hiver. Puis, dans le fond, il dit, tu sais, tout au long de l'ouvrage, il voit la chenille laineuse qui, elle, va s'enrouler dans une feuille. Elle va voir les tortues qui vont aller plonger sous l'eau, sous la vase. Et donc, tout au long du livre, il va se chercher, le renard. Puis, c'est un prétexte, dans le fond, pour voir différentes façons. Donc, c'est très court, mais en même temps, c'est très bien imagé. Puis, c'est un ouvrage très intéressant. La berceuse de l'hiver, donc un peu dans le même style. Cette fois-ci, c'est la maman ours, c'est le bébé ours avec l'hiver arrivé. Et là, bébé ours ne veut pas, lui, il veut faire il voit la petite souris qui a disparu. C'est la petite souris qui, elle, est allée s'emmitoufler dans son refuge hivernal. Alors lui, dit pourquoi dois-je dormir si d'autres sont réveillés? Tu sais, parce que on voit qu'il y a des animaux qui hibernent et d'autres qui hivernent. Puis là, ça, c'est un aparté à faire là, parce que la majorité des ouvrages tombent dans l'erreur de dire que les ours hibernent. Bon, dans celui-là, on ne dit pas qu'ils hibernent, mais on dit qu'ils dorment tout l'hiver, alors que ce n'est pas exactement la réalité. Donc, c'est important. Les ours, c'est des hivernants. Ils vont se cacher. Pas des hivernants au même titre que, par exemple, vont le faire les écureuils ou je pense à la moufette qui vont sortir quand même pendant l'hiver. L'ours, lui, il va avoir des réveils. Donc, ce n'est pas un vrai hibernant au sens strict. Au sens strict, notre plus gros hibernant, c'est la marmotte, qui, elle, a vraiment un sommeil qui peut être interrompu, hein, mais elle va vraiment dormir tout l'hiver. Donc, si je reviens à la berceuse de l'hiver, donc, encore là, un prétexte pour observer comment vont s'endormir les différents. Là, on ne passe pas toutes je vous dirais, on ne passe pas les insectes, tout ça, les reptiles, les oiseaux, mais on va plus rester sur différents mammifères, la souris, la moufette. Bon, bien sûr que c'est un livre qui est européen, donc on parle du blaireau, animal que l'on n'a pas, mais c'est intéressant quand même comme ouvrage là, à explorer avec les tout petits du préscolaire. Il y en a un qui est vraiment bien fait qui s'appelle Bien au chaud pour l'hiver. Donc, un peu comme l'a été la danse d'hiver. Donc là, on explore vraiment comment la coccinelle, comment la grenouille, comment le hérisson. Encore une fois, ce n'est pas un ouvrage, là, ce n'est pas un ouvrage québécois, mais ça permet quand même de voir un peu comment on se prépare. Puis vraiment, encore une fois, comme on le disait, c'est l'idée de se recroqueviller, de trouver une position chaude parce que pendant l'hiver, en fait, pour les ours, là, parce que pour les autres animaux, ils vont prendre la température, que ce soit la coccinelle ou que ce soit la grenouille, ils vont tomber dans une longue hibernation. Donc, ça permet justement de l'aborder avec les tout petits. Celui-là, je l'aime bien, L'écureuil de la première neige, un magnifique ouvrage de Sébastien Metchen-Moser, intéressant parce qu'on parle de toute la magie qui tourne autour de la première neige. Donc, la première neige, puis pour tout le monde, hein, on peut le partager ça avec les enfants. Et bien sûr, les belles illustrations, c'est vraiment tout en poésie tout au long de l'ouvrage. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il va faire, il va vraiment vouloir... il a très hâte. Fait que, il y a André qui ne sait pas trop quoi faire. Il tourne la forêt. Puis là, il va aller voir le hérisson. Il va aller voir l'ours. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est très verbial tout au long de l'ouvrage, sauf à peu près les 6-7 dernières pages où là, on est vraiment dans peu de mots
parce que vraiment, on est dans les premiers flocons qui tombent, donc c'est vraiment dans l'émerveillement. Donc, un très, très, très bel ouvrage là, à explorer dans ce sens-là. Et je termine avec la belle saison, le printemps tout en couleurs, un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui n'est pas un album, qui se présente plus comme une biographie, donc c'est intéressant. Et pour moi, Marie-Victorin, donc ça s'appelle Frère Marie-Victorin, un botaniste plus grand que nature, de Jacques Pasquet. C'est vraiment un très, très bel ouvrage qui mérite d'être découvert. Encore une fois, j'ai sélectionné dans Copybec, le site Samuel, j'ai sélectionné un échantillon de façon à présenter l'œuvre, parce que le frère Marie-Victorin n'est pas connu. Et ça, c'est important de faire connaître qui est Marie-Victorin, parce qu'avec René Lévesque, donc, il a été un des grands précurseurs du Québec, de la Révolution tranquille, donc, c'est vraiment à travers cette biographie-là qui est écrite avec beaucoup de finesse. Il y a des illustrations en noir et blanc, donc c'est vraiment format de poche, tout petit. J'ai pu prendre une belle section. Et encore une fois, le cahier, je ne l'ai pas projeté à l'écran, mais dans le cahier, vous avez des questions. Donc, on peut faire un cercle de lecture avec nos élèves pour vraiment, pour vraiment aborder chacun des chapitres et puis à travers ça, découvrir qu'il a été, entre autres, que c'est lui qui a fondé le Jardin botanique de Montréal. On peut suivre avec ça une belle visite justement du Jardin botanique. On peut parler du mouvement des débrouillards. Bien sûr, il n'a pas fondé les débrouillards, mais il a été de ceux qui a justement inspiré les premiers mouvements de jeunes naturalistes. Il a été le premier à écrire de la littérature jeunesse. Donc sur le site, j'ai un lien où je vous envoie, donc sur Classe de sciences, il y a un lien où je vous envoie justement aux premiers écrits. Puis moi, je lis avec des élèves les premiers un premier ouvrage de vulgarisation scientifique destiné à eux. Ça a été écrit au début des années 30. C'est magnifique. Donc, malheureusement, je n'ai pas le titre en tête, là, mais vous allez le trouver là, sur Classe de sciences. Donc, ce que je convie, une petite faute de frappe ici, fabriquer un herbier pour Marie-Victorin. Donc, c'est vraiment, on va en nature pour fabriquer un herbier. Cette activité-là peut être menée aussi bien à l'automne qu'au printemps. Donc, vous avez ici un échantillonnage de fleurs aussi bien printanières que plus automnales qu'on voit à la fin. Donc, je vois l'iris que je peux trouver au printemps, par exemple, alors que d'autres ont plus, donc, plus à la fin de l'été, comme l'astère de Nouvelle-Angleterre que vous avez en haut à gauche. Mais donc, c'est un prétexte. On aborde la vie de l'auteur, de Marie-Victorin, pour se plonger dans son œuvre, pour par la suite aller dire, ben, on va aller en nature, puis on n'a pas besoin d'aller bien loin, hein. On peut demander aux enfants d'aller eux-mêmes en nature pour voir, souvent tout près de l'école, hein, nous on avait tout près du chemin, on peut aller vraiment dans un endroit ouvert là, pour trouver. Donc ici, ça c'était une activité que j'ai faite la semaine dernière avec des élèves où on voit des fleurs, donc la verge d'or. Les enfants sont allés l'identifier, on l'a pris sur le terrain, on l'a déraciné. J'avais un presse-fleurs, on l'a mis dans le presse-fleurs. Donc, chaque élève en équipe de 2 sont allés prendre un plan différent. Après ça, on est allé l'identifier. J'avais mis différents ouvrages, dont un que je vous présente bientôt, magnifique, qui s'appelle Nos fleurs d'Anaïs Barbeau-Lavalette, pour nous aider à les identifier. On est allé aussi faire une recherche sur Internet, là, sur Herbier du Québec, Flore du Québec aussi, qui est bien fait, 2 sites Internet que je suggère. Et par la suite, on a littéralement fait un bel herbier avec eux. Donc, l'ouvrage en tant que tel qui nous a beaucoup inspiré, c'était l'ouvrage Nos fleurs d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est très récent et qui est vraiment tout en poésie. Donc, c'était les fleurs, nos fleurs sauvages qui se racontent. Donc, c'est vrai, je ne peux pas vous le présenter. Donc, aussi bien Bouton d'or que l'asclépiade dont on a parlé tantôt, la fameuse fleur sur laquelle que dépend le papillon monarque, parce que sans cette plante-là, il ne peut pas se développer, il ne peut pas. Donc, il va littéralement, toutes les parties de son cycle de vie vont se passer sur cette plante-là. Donc, d'où l'importance d'en planter, tout ça. Donc, cet ouvrage-là, tout en poésie, permet de l'aborder. Donc, je ne peux pas vous en lire des extraits, malheureusement, mais bon, on parle du pissenlit, et donc, on n'a pas besoin de chercher bien, bien loin la marguerite. Donc, plusieurs de
plusieurs de nos plantes, donc le bardane, entre autres. Donc, ça peut être un bel ouvrage là, pour nous aider. Donc, si je reviens, on va en nature, on va, ou même dans un champ, tout simplement. Pas obligé on peut être en milieu urbain, puis voir, on pourrait prendre, on pourrait prendre la moins, comme je disais, le pissenlit, ou moins la même plante souvent qu'on fait allusion, qu'on pourrait penser qui est une mauvaise herbe, pour finalement, à travers ça, puis à travers justement l'ouvrage d'Anaïs Barbeau-Lavalette, découvrir que ben, c'est au contraire, non seulement ce n'est pas une fleur envahissante, ben oui, ça peut être vu comme une fleur envahissante, mais ce n'est pas une mauvaise plante, mais pensons simplement au plantain. Je ne peux pas vous le montrer, mais le plantain, ça pousse même dans l'asphalte, à travers l'asphalte, pas dans l'asphalte, mais à travers l'asphalte. Donc, c'est une autre façon de le voir. Puisque moi, je trouve intéressant de faire à travers cet ouvrage-là, c'est de voir quelles plantes sont vraiment nos plantes indigènes et quelles plantes sont introduites. Puis ce que ça nous permet de voir, c'est que depuis le début de la Nouvelle-France, depuis les premiers colons qui sont venus ici, on a importé tout plein. Hein? On peut même penser à la chicorée sauvage, que moi je pensais parce que les Amérindiens faisaient un remède à partir de la racine du chicorée sauvage. J'étais convaincu que c'était une plante indigène, alors pas du tout, c'est une plante qui vient d'Europe. Donc, c'est intéressant de l'aborder aussi du point de vue de l'éducation relative à l'environnement. Quelles sont nos plantes? Si on aborde cette activité-là au printemps, comme je disais tout à l'heure, ben, ça peut être un prétexte pour aller voir quelles sont nos plantes de sous-bois, les premières plantes qui vont pousser dans la forêt alors qu'il n'y a même aucune feuille dans les arbres. Hein? Donc, ça, c'est une activité, moi, qui m'avait été inspirée par une expérience que j'ai faite avec les élèves pendant la pandémie. Printemps 2020, je suis avec mes élèves à distance, ben, ça a été une façon pour nous d'aller dire, ben, allons voir. Ils prenaient des photos, certains en cueillaient, puis ça nous permettait de les identifier, de découvrir quels étaient nos, comme par exemple les trilles. Je n'allais pas cueillir des trilles parce que ça pouvait prendre 7-8 ans avec une trille fleurisse. Donc, amener le respect envers la nature, de découvrir c'est quoi nos plantes qu'on n'a pas. Souvent, malheureusement, un peu comme les animaux, les enfants connaissent plus les animaux exotiques que nos propres animaux indigènes. C'est la même chose avec les plantes, découvrir que dans la forêt, il n'y a pas, il n'y a pas une violette africaine ou une plante araignée qu'ils peuvent trouver à la maison, mais qu'au contraire, il y a plein de plantes. Puis ces plantes-là, ben, souvent, c'est des plantes indigènes, d'autres fois, c'est des plantes introduites, mais que c'est des plantes, ben, ou même, je pense à toutes les plantes qu'on trouve en centre jardin qui ne sont pas nécessairement, qui peuvent être même envahissantes, qui ne sont pas des plantes indigènes, mais ça peut être un prétexte pour mieux les découvrir finalement. Un bel ouvrage qui s'appelle L'écureuil, le printemps. Donc, encore une fois, de Sébastien Metchenhauser. Très, très beau, celui-là, parce que, bon, moins du point de vue scientifique, plus du point de vue émotif, parce que tout au long, on revoit l'amitié avec le hérisson. Puis là, cette fois-ci, c'est comme s'il y a une relation amoureuse il y a des sentiments doux envers une jeune demoiselle. Puis on est au printemps, donc c'est vraiment l'aspect le printemps, elle cherche et voyons, les couples qui se forment au printemps, tout ça. Donc, une autre façon pour nous de voir finalement que le printemps, c'est là où se font les premières rencontres, que la majorité des animaux vont se reproduire là à cette période-là de l'année. Donc, c'est une autre façon aussi de souligner le changement, l'arrivée du printemps, le changement de l'hiver vers le printemps. Un livre qui peut sembler drôle de voir, mais qui est vraiment de Dieu, un de Dieu que j'aime vraiment beaucoup. Noël au printemps, peut-être à voir avec premier maternelle, préscolaire, premier cycle. Donc on trouve ici c'est vrai, je ne peux pas vous le présenter, mais notre écureuil qui veut souligner Noël. Donc, on est à l'automne, mais comme tous les animaux vont se préparer pour leur sommeil hivernal, ben finalement, ils décident d'un commun accord, tout le monde étant parti, que Noël, on ne pourra pas le souligner au printemps, au début de l'hiver, mais qu'on devra attendre au printemps. Donc, ils font toute une fête. Donc, on connaît l'imaginaire de Dieu. Donc, c'est très, très bien imagé à travers des images qui font plus penser à des illustrations de type photographie. Donc, c'est vraiment tout en beauté.
Donc, je termine cette présentation-là qui se voulait quand même brève là, ça faisait beaucoup de choses à voir, mais j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à aller voir Classe de sciences. Donc, si vous allez voir Classe de sciences, vous allez pouvoir donc aller cliquer, voir finalement, chacune des activités que je vous ai présentées. Donc, je vais voir, par exemple, ici, vous avez la présentation, l'ouvrage, à la fin, donc la visite sur le terrain, je détaille vraiment ce qu'on a vu. Vous pouvez aller cliquer. Aussi, j'identifie certains champignons. Donc, sans être un mycologue, un expert, donc il y a une petite vidéo à la fin où je reviens sur la distinction qu'il y a à faire. Vous avez une planification que vous pouvez aller télécharger, le cahier, le corriger. Ah, tiens, je vous en ai parlé tantôt, mais bon, le journal nature que vous pouvez aller chercher. Donc, et vous pouvez l'utiliser pour plusieurs occasions. Donc, je l'ai fait. Moi, je l'imprime là, sur 4. Je fais une espèce de cahier plié là, où je parle, ben, retrouve-toi en nature, concentre-toi ton attention, on s'assoit, on dessine notre élément, puis après ça, on peut essayer d'aller de retour en classe, l'identifier. Donc, vous avez comme ça 4 pages, là, donc ça fait un beau cahier plié. Donc, ça termine la présentation. J'espère que vous avez apprécié. Donc, si vous avez, si vous voulez aller chercher, je rappelle, c'est sur classedesciences.com. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, au plaisir de se revoir dans d'autres occasions. Merci infiniment. Au revoir.